peut-être pour démarrer, on voulait proposer donc à Émilie Morcillo, vous avez prévu un petit PowerPoint, si j'ai bien compris, de prendre la parole en premier et puis montrer que sur le plan commercial, eh bien, on peut prendre des initiatives dans ce métier de l'hôtellerie-restauration. Vous pouvez soit rester assise, soit vous mettre au pupitre, comme vous voulez. Et alors la petite zapette pour avancer les diapos, elle est sur le... Pour avancer les diapos, c'est la petite flèche. Bonjour à tous. Donc, moi aujourd'hui, la réflexion que j'ai menée, c'est trouver les axes de partenariat entre ces deux mondes qui souvent s'opposent, mais qui peuvent aussi se retrouver pour trouver des moyens de développement de demain. Donc il y a quelques pistes qui sont un petit peu futuristes et d'autres qui sont bien réelles. Tout d'abord, juste pour vous donner quelques chiffres sur la tendance de fond aujourd'hui du tourisme collaboratif en France. Donc c'est une étude qui date de novembre, juste avant, enfin là pour les vacances de la Toussaint, sur un échantillon de 1000 personnes, 1000 touristes français. 39% donc des Français ont déjà pratiqué une activité. Et notamment, il y en a plus de 20% qui ont déjà donc, séjourné dans un appartement, donc location entre particuliers. Donc c'est un Français sur 5 aujourd'hui qui est concerné par ce type de pratique et d'usage. Donc ce n'est pas un phénomène de mode, ça prend une ampleur forte et ça va durer. Donc je fais un focus sur l'hébergement parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment le sujet, je pense, important, notamment avec Airbnb. Donc aujourd'hui, ce qui peut un peu opposer ces deux mondes, c'est que Airbnb donc, exploite des nouveaux usages avec notamment bien des services supplémentaires. On a déjà parlé de l'espace, du côté authentique et flexible, et bien sûr l'enjeu est également sur le prix. Sachant que l'enjeu principal d'Airbnb aujourd'hui, c'est la confiance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas justement cette garantie de service que vous avez, vous, hôtelier, où ce ne sont pas des professionnels. Donc l'investissement le plus important pour Airbnb, c'est créer la confiance entre des inconnus. Vous avez de la chance, vous n'avez pas à le faire, ça. Vous, la confiance, vous l'avez de facto, vous êtes des professionnels. J'ai vraiment envie aujourd'hui de vous dire, il faut capitaliser sur la confiance que vous avez déjà. Parce que vous avez justement déjà le foncier, vous l'avez, vous êtes très bien placé. Vous avez souvent, donc les hôtels sont dans des endroits extrêmement touristiques, extrêmement bien placés. Et vous avez en plus une garantie, un service, des normes, voilà, toutes les normes dont on a parlé, qui font que les touristes ont confiance. Donc ils viennent chez vous, ils ont déjà confiance. Aujourd'hui, ce qu'il faut travailler, c'est le côté justement authenticité, convivialité, peut-être ce côté justement circuit court dans la réservation. Voilà, ce qu'Airbnb va infuser, donc ce sont des nouveaux usages où on a beaucoup de convivialité, beaucoup de rapports humains, de liens. Voilà. Alors, je voulais vous donner juste deux, trois petites idées que font déjà vos collègues. La plupart des hôtels à Paris et dans toutes les grandes villes de France optimisent leur espace qui n'est pas assez utilisé. Les salles de réunion étant un exemple, l'exemple le plus facile pour moi, puisqu'il y a des sites aujourd'hui qui référencent finalement vos espaces et vous pouvez profiter aussi de ces plateformes pour optimiser vos espaces comme les salles de réunion qui sont souvent inoccupées. Et donc vous pourriez faire meilleur usage. Hop. Ça, c'est un exemple d'un château en Provence qui est un relais château qui troque ses suites contre des villas dans le monde entier et qui, finalement, avec ses actifs, permet aux propriétaires de voyager gratuitement dans le monde entier avec Home Exchange, qui est donc le site leader de l'échange de maisons sur Internet. Comme quoi, on peut également faire de l'échange entre un particulier et un professionnel, entre guillemets. Et ça, c'est donc la fameuse offre espagnole dont tu as parlé déjà. Je ne me rappelle plus son nom, mais voilà. Donc ça se passe en Espagne. C'est Roommate, donc c'est une chaîne espagnole qui a créé en fait un site qui s'appelle BeMate, qui marie en fait une communauté existante de particuliers qui louent des logements, comme Airbnb, et les services professionnels d'un hôtel. Donc vous avez à la fois la confiance d'un hôtel qui va être garant des services de conciergerie et le côté convivial et social d'une communauté de particuliers qui met en fait sur le site ses appartements en location.
Voilà, c'est l'appart hôtel collaboratif en fait. Et ça existe et ça cartonne, vraiment. C'est une idée, c'est une piste. Alors ça fait mal aux yeux, là. Ça rendait pas aussi... La deuxième piste, c'est comment faire un hôtel collaboratif. Alors là, c'est vraiment plus futuriste, mais j'ai réfléchi à quelques idées pour faire un hôtel collaboratif et finalement s'inspirer de ce qui existe. Et au lieu de s'opposer, d'essayer de se dire qu'est-ce que je peux prendre à mon actif et en quoi je peux profiter de ce mouvement pour finalement prendre la balle au bond et éviter finalement les pièges qu'on a eu au départ des réseaux sociaux et du digital en se disant non, je vais en profiter, je vais être un hôtel 3.0. Donc on va avoir des pratiques différentes où on va vraiment être dans le community management sur Internet, beaucoup plus qu'avant. Profiter également donc, des clients pour en faire des ambassadeurs. C'est un mot qui revient souvent dans l'économie collaborative. Toutes les plateformes ont des ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur ? C'est un membre qui est impliqué, qui est contributeur et qui va propager la bonne parole. Je pense qu'aujourd'hui, il faut considérer les clients comme des ambassadeurs et essayer de les impliquer et d'en faire des contributeurs de sa communauté. Là, je vais un petit peu plus loin sur le concept de l'hôtel. Je pense que l'hôtel peut devenir un tiers-lieu de l'économie collaborative de demain pour ceux qui en ont vraiment envie. À savoir, l'hôtel, finalement, c'est un espace, un lieu de passage, un lieu de rencontre. Mais ça peut devenir un lieu d'apprentissage et un lieu où on crée des liens via des communautés. Des communautés qui existent soit déjà localement, puisque nous avons beaucoup de communautés qui sont donc digitales, mais qui se retrouvent dans la vraie vie. Pourquoi pas à l'hôtel ? Pourquoi pas être un endroit d'ancrage de cette communauté ? Donc, par exemple, vous avez les Co-Tuesday, ça c'est un exemple parmi d'autres. La Trade School, c'est une école donc, où on échange du savoir. Ils cherchent tous des endroits pour se retrouver. L'idée, c'est que c'est des communautés qui existent virtuellement, qui cherchent des endroits pour s'ancrer physiquement. Donc, en fait, vous pouvez animer un endroit, un tiers-lieu, sans faire beaucoup d'efforts. Et enfin, vous pouvez également orienter vos clients vers des services collaboratifs. Vous pourriez tout à fait avoir un réseau de greeters. Les greeters, ce sont des guides locaux. Donc, c'est des particuliers qui font office de guide parce qu'ils sont passionnés de leur ville. Mais pourquoi ne pas dire à vos clients, tiens, je connais quelqu'un de ce réseau-là qui va vous conseiller encore mieux, vous allez faire le circuit comme un local, ou alors, si vous voulez aller manger chez l'habitant, je peux également vous conseiller. Vous pourriez aussi être force de proposition, force de conseil, et inclure des services collaboratifs au sein de votre proposition. Voilà, c'est futuriste. Merci. Voilà. Ce n'est pas si futuriste que ça. J'espère que dans la salle, il y a un certain nombre d'hôteliers restaurateurs qui s'engagent dans cette voie. Pour prolonger cette présentation, je vous propose, Magali Deschlette, de prendre la parole. Vous avez créé une offre spécialisée pour les voyages en famille. Et donc, si j'ai bien compris, pour l'instant, Paris, Londres et les Pays de la Loire, donc 3 lieux bien ciblés. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la façon dont vous travaillez ? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai créé Family Twist il y a 2 ans et demi maintenant. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, quand on est en couple, on profite tous de city breaks. Et quand les enfants arrivent, on estime que ce n'est plus une option. Parce que ça va être très compliqué, parce que la logistique est compliquée, qu'il faut trouver un hébergement adapté pour des familles. Et à Paris, c'est pas simple. Il faut trouver des transports sécurisés, mais surtout, il faut trouver quoi faire aux enfants. Donc, on a créé une gamme de 17 activités pour les familles qui vont de la chasse au trésor au Louvre, à la balade sur les Chevaliers, en passant par un atelier où ils apprennent à faire des baguettes de pain, enfin voilà, plein de choses. Et on fait vraiment très attention à ce que, effectivement, le client soit roi, c'est le thème qu'on aborde maintenant. Et du coup, on est amené à vraiment essayer de comprendre quels sont leurs besoins et on discute très longuement avec eux. On échange parfois plus de 100 emails avant qu'ils arrivent. On prend en compte l'âge des enfants, on les accueille quand ils arrivent à l'hôtel ou dans l'hébergement. Ils ont des cadeaux et on s'occupe d'eux vraiment tout le temps, on est disponible tout le temps. Alors, il se trouve que moi, je suis complètement d'accord avec Émilie. Je n'ai pas envie du tout que vous vous opposiez avec du Airbnb ou autre. Nous, pour être honnête, on ne propose pas d'hébergement type Airbnb pour des raisons qui sont pour nous protéger en fait. Parce que vous avez un atout qui est énorme, c'est que vous avez des équipes sur place, que vous êtes professionnels
Et que pour nous, agences, c'est beaucoup plus tranquillisant que d'avoir des gens dans des apparts qui nous appellent pour nous demander où se trouve la clim et comment on fait pour le ménage si les enfants ont été malades et des choses comme ça. Donc je suis plutôt de votre côté. Donc les services que vous apportez, vous ne les apportez qu'aux hôteliers de la place officielle. Oui, c'est-à-dire qu'on envoie nos clients que dans des hôtels. Après, certains clients réservent leurs appartements et nous demandent, nous occuper des activités. Donc je sais aussi comment ça se passe dans les appartements. La raison pour laquelle ils vont dans des appartements, c'est en numéro 1 le coût, et en numéro 2 parce que honnêtement à Paris, c'est compliqué de trouver un hôtel qui est adapté à des familles. Que quand vous allez sur une plateforme de réservation type booking.com, vous ne pouvez pas réserver des chambres communicantes et être garanti que vous aurez des chambres communicantes. Donc nous, on a fait une sélection d'hôtels qui proposent justement des hébergements adaptés pour lesquels on a la garantie que ça va bien se passer pour la famille. Mais le point qui était important pour moi, c'est qu'on parle de riposte commerciale et je pense que les familles, c'est une niche et c'est sans doute la niche peut-être la plus compliquée à accueillir parce qu'ils ont des enfants qui sont compliqués à gérer pour des contraintes logistiques, etc. Mais il faut voir, alors nous, on est sur du assez haut de gamme, on travaille notamment avec des palaces parisiens, on travaille du 4 au 5 étoiles. Et les palaces parisiens ont compris cet enjeu d'accueil des familles. Donc ils mettent en place des cadeaux en chambre, ils ont même des recreation managers qui sont là pour s'occuper des enfants à plein temps, ils ont des kids clubs, etc. Mais c'est les palaces. Il se trouve qu'on travaille à Londres et que j'étais encore à Londres hier. À Londres, c'est les 4 étoiles qui proposent ça. C'est-à-dire que vous allez aux 4 étoiles pendant que les parents enregistrent pour leur passeport, etc. Il y a quelqu'un qui prend en charge les enfants, qui leur font rentrer, eux, leur propre fiche d'enregistrement avec qu'est-ce que je veux faire plus tard, quelle est ma couleur préférée, enfin des vraies questions. Et les hôtels s'arrangent pour que pendant le séjour, les enfants aient un cadeau en lien avec ce qu'ils auront rempli dans leur fiche. Ça coûte rien, enfin ça coûte la petite voiture qu'ils vont avoir offert parce que le petit garçon voulait être policier. Et cet hôtel en question, ils ont 60% de clients fidèles dans leur hébergement qui reviennent et ils nous disent, nous l'objectif c'est que quand un client parte, il se rappelle au moins d'un membre du staff parce qu'on aura porté une attention très particulière à ces clients-là. Et vous avez un avantage énorme par rapport à Airbnb ou à tous ces appartements, c'est que vous êtes là sur place et que vous pouvez accueillir les gens. Et nous, on fait l'effort d'accueillir nos clients quand ils arrivent, on est là quand ils descendent du taxi. Et je peux vous dire que ça fait une vraie différence et que tous les clients nous disent que c'était bien d'avoir quelqu'un qu'on connaissait à l'arrivée. Donc je pense qu'il peut y avoir une attention effectivement portée pour ces gens qui ont des besoins un peu spécifiques et qui sont très sensibles à l'accueil qu'on va leur apporter. Et aussi à répondre à leurs demandes. Parce que parfois, leur vision sur un créneau luxe, mais ce n'est pas forcément la nôtre. Moi, je sais que j'ai eu des clients qui voyageaient en jet privé. On a fait un dîner sur un très très beau bateau parisien qui travaillait avec un traiteur. Et les clients n'aimaient pas la nourriture gastronomique. Bon, c'est leur choix. Ils nous ont demandé d'avoir une assiette de charcuterie. Le traiteur m'a rajouté un supplément par rapport au menu gastronomique pour qu'à la place du menu gastronomique, ils aient une assiette de charcuterie. Et on m'a répondu, quand vous allez au Jules Verne, vous ne demandez pas des coquillettes. Bon, je pense que le client est roi, c'est aussi répondre à ce genre de demande. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire et les clients, au final, ont adoré leur assiette de charcuterie et ont été très satisfaits de leur séjour. Merci pour ce témoignage et vous aurez peut-être des questions à poser à Magali Deschênes. Autre façon de voir les choses et peut-être niche, je ne sais pas, Laurent Cage, donc Welcome City Lab. C'est un incubateur de la mairie de Paris pour les startups innovantes du secteur du tourisme. Je sais qu'auparavant, vous avez travaillé, je crois, avec Jean-Bernard Brault, donc vous connaissez bien le monde du tourisme. Donc il y a beaucoup de choses qui se font à Paris actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit panorama et puis peut-être aussi répondre à nos amis hôteliers sur ce qu'on pourrait faire dans les années qui arrivent? Bien sûr. Alors le Welcome City Lab, c'est un nouvel outil qui a été créé effectivement à l'initiative non seulement de la ville de Paris, de l'Office de tourisme de Paris, de BPI France, mais également de 7 grandes entreprises touristiques, 7 grands comptes, qui ont compris qu'aujourd'hui, l'innovation vient non seulement de l'intérieur de l'entreprise, mais aussi et surtout de l'extérieur, c'est-à-dire de la confrontation d'une culture d'entreprise qui parfois bute sur certains problèmes ou certaines problématiques, et puis des idées nouvelles qui viennent du monde des startups, du monde de l'innovation, du monde des créateurs d'entreprises, qui abordent les sujets différemment,
qui ont en général évidemment une culture numérique beaucoup plus importante et qui peuvent apporter des réponses à des problématiques d'innovation de l'entreprise, du tourisme. Donc l'ambition du Welcome City Lab, c'est d'être un nouvel outil au service de l'attractivité touristique de Paris, évidemment. C'est de faire de Paris un leader mondial en matière d'innovation. C'est d'accompagner évidemment le développement de start-up qui ont été sélectionnées après tout un processus de sélection. Et d'ailleurs, Family Twist est l'une de nos start-up. Nous accueillons aujourd'hui une trentaine de start-up dans tous les domaines, dans la technologie, dans les services, dans l'usage, dans la consommation collaborative également, car notre but, c'est d'essayer de faire émerger les quelques pépites du tourisme international de demain. Et au lieu, sur certains sujets, de dire bon, on ne sait pas trop, etc., c'est de pouvoir analyser comment les nouvelles idées émergent et de pouvoir faire en sorte que Paris ne soit pas à la traîne d'un certain nombre de grandes tendances internationales. Mais au-delà d'être un incubateur, le Welcome City Lab, c'est aussi et surtout, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui, une plateforme d'échange et de rencontres pour tous les professionnels du tourisme. Donc nous sommes un lieu qui organise régulièrement des conférences, des ateliers, des formations sur toutes les problématiques liées à l'innovation, donc des nouveaux services, des nouveaux usages, le numérique. Et ces animations, ces conférences sont ouvertes à l'ensemble des professionnels qui le souhaitent. Donc vous tous dans la salle, vous êtes les bienvenus chez nous. Vous pouvez suivre notre actualité en vous inscrivant sur notre newsletter sur le site internet. Et nous serons ravis d'être justement un outil au service de ce dialogue qu'il faut absolument développer entre d'un côté les acteurs traditionnels du tourisme et de l'autre côté le monde de l'innovation, qui sont deux mondes qui se parlent encore relativement peu. Et notre objectif, c'est vraiment de favoriser les rapprochements, les dialogues et les expérimentations. D'accord. Donc, pour peut-être... Alors, je vais vous donner dans la salle la parole dans une seconde. Mais pour revenir sur vous, Émilie Morcillo, comment on peut distinguer donc l'économie du partage, là, dont vous faites, vous avez fait de la promotion en donnant plein d'idées tout à l'heure, du business traditionnel de nos amis hôteliers? Est-ce qu'il y a une distinction où il ne faut plus en faire? C'est un nouveau business ou... Je vous prends brûle pour point là. C'est un peu compliqué, oui. Ça peut être un business. Pour moi, il y a vraiment un côté communautaire, pair à pair, particulier à particulier, qui fait que ça reste un nouvel usage et on ne peut pas calquer complètement le modèle classique, traditionnel sur cet usage-là. Donc, c'est pour moi du professionnel amateur. Je ne sais pas si je réponds, mais c'est un peu... Allez-y. Moi, j'avais une suggestion ou une réflexion par rapport à la thématique de cette table ronde. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on parle de riposte commerciale. La terminologie de riposte, elle relève d'une terminologie guerrière vis-à-vis d'adversaires ou d'ennemis. Il me semble que une meilleure attitude serait fondamentalement de se poser la question: comment peut-on mieux faire notre propre métier? C'est-à-dire, comment peut-on améliorer, quand on est un hôtelier, un restaurateur, les services à la clientèle sans être en riposte à d'autres gens, mais en améliorant ce qui constitue notre propre compétence, notre valeur ajoutée, en étudiant davantage les besoins de nos clientèles en termes de services. Exactement ce que vous avez présenté tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé votre PowerPoint parce que ce sont des pistes extrêmement intéressantes. C'est en développant le lien avec le quartier, en apportant des services complémentaires, en entrant dans le monde des réseaux sociaux, en développant des passerelles avec des gens qui font des visites de quartier, etc. C'est-à-dire qu'il me semble que l'enjeu aujourd'hui, par rapport à cette économie numérique qui a un impact sur l'ensemble de nos métiers, c'est de se poser les questions: comment peut-on mieux faire notre métier en développant des services et en étant à l'écoute de nos clientèles qui aujourd'hui effectivement sont peut-être un petit peu plus exigeantes que par le passé parce qu'elles ont la capacité de comparer, d'aller dans d'autres formes d'hébergement et elles peuvent aujourd'hui attendre de l'hôtellerie probablement des services complémentaires qui n'existaient pas hier. Et il me semble que le véritable enjeu, il est là, c'est comment améliorer notre propre métier et apporter des services complémentaires à nos visiteurs. Alors, est-ce que je me retourne de nouveau vers la salle? Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur cette table ronde
Tout à l'heure, vous étiez très animé quand on parlait de Airbnb, mais sur les nouveautés. Alors, on peut revenir... Ah, monsieur, sinon, je vais dire, on peut revenir à la thématique globale. Juste une question. Je suis hôtelier et on s'occupe beaucoup des familles. Ma question, c'est, on passe de l'économie collaborative, de l'économie du partage, à une économie économique. Et quand vous disiez tout à l'heure que vos clients, par exemple, vous demandaient 100 mails pour les satisfaire, ma question, c'est comment on fait pour rentabiliser ce travail? Est-ce qu'ils acceptent de payer ce service supplémentaire ou est-ce qu'on est dans le monde du partage et le monde du flou artistique pour rendre service et comment ça se passe dans la réalité pratique? Voilà. L'exemple de l'hôtel que je prenais tout à l'heure, qui est un 4 étoiles à Londres, 60% de leurs clients sont des clients habituels. Donc ils ont connu les enfants quand ils avaient 5 ans et ils les connaissent maintenant quand ils ont 20 ans. Donc il y a un retour sur investissement. Et après, certes, c'est un service qui a un coût, mais je pense que c'est plus une attention et c'est pas un coût énorme. Enfin, c'est aussi être force de proposition effectivement sur des services ou des activités. Nous, on propose aujourd'hui, par exemple, nos services aux concierges. En leur disant, voilà, on a toute une gamme d'activités pour les familles. On propose, par exemple, une balade sur les chevaliers. Bon, c'est rare qu'une famille arrive en disant, bonjour, je suis à Paris, je voudrais faire une balade sur les chevaliers. Ils ne savent pas que ça existe. Et on n'a pas le sentiment que l'hôtel soit vraiment très prescripteur de services complémentaires, parce qu'ils se disent, je réponds à ce à quoi on me demande, mais je ne vais pas prendre la responsabilité de leur proposer autre chose. Donc cet hôtel à Londres, c'est gratuit, les services qu'ils proposent pour répondre à votre question. Donc ils proposent ça. Ils proposent aussi un tour dans leur cuisine auprès de leur chef pâtissière qui fait un mini atelier de pâtisserie où les enfants décorent leurs cupcakes. Ça prend du temps à la chef pâtissière. A priori, elle aime bien ça, mais voilà. Sauf que les enfants, quand vous avez fait ça, la fois suivante, ils vont être contents et vont vouloir retourner dans le même hôtel. Nous, on se rend compte que quand les enfants sont conquis par leur voyage, ils ont un très fort pouvoir d'influence sur leurs parents. Et qu'en général, les parents sont contents. Donc non, ils ne font pas payer ce genre de service. C'est gratuit, mais ils comptent sur le fait que les clients reviendront ensuite dans leur hôtel. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Vous, tout le service de conciergerie... notre service à nous, c'est payant. Mais ma question, c'est est-ce que le client accepte de payer un prix supplémentaire et quand vous en occupez de lui de façon à fond, comme vous le faites, et vous rendez un vrai service, quand il vous écrit 100 mails, comment vous vous rémunérez? C'est ça ma question. Nous, on se rémunère comme une agence de voyage. Donc, on propose de l'hébergement, des activités, etc., sur lesquelles on touche des commissions par l'hébergement et on rajoute un markup parce qu'on estime que notre service a un coût et une valeur. Mais voilà, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 3 cette année. On va accueillir 150 familles juste cette année. Ça fait 2 ans qu'on existe. On a déjà des bookings sur l'année prochaine, dont je pense 50% viennent de familles qu'on a accueillies l'année d'avant, qui nous recommandent à leurs collègues ou à leurs amis. Il y a des gens qui ont les moyens de se payer ce genre de service. Alors, c'est pas très français comme démarche. D'ailleurs, notre site n'est pas en français. On n'accueille pas de familles françaises. C'est pas que j'ai pas envie. C'est que je pense que c'est pas forcément dans la culture française de déléguer du service. Enfin, ça se voit sur les wedding planners, sur les services de conciergerie qui marchent beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Mais à l'étranger, on comprend le service que ça rend aux familles et le temps que ça fait gagner. C'est-à-dire que nous, les clients nous disent, on vient 2 jours à Paris, nos enfants ont 7 ans et 8 ans, ils ne sont jamais venus. Faites-nous un voyage sur mesure pour tout le week-end et proposez-nous un hôtel qui soit adapté parce qu'on veut une suite avec 2 chambres ou on veut une chambre familiale où on sera tous dans la même chambre. Enfin, voilà. Et on organise tout de A à Z, on va les chercher à l'aéroport, on les accueille à l'hôtel et ils sont pris en charge par nos professionnels jusqu'à leur retour. Alors, j'avais annoncé en début de table ronde qu'on attendait Madame Frédéric qui avait lancé le camion qui fume, mais on a un de ses collègues qui a un autre food truck, Cyril Dedieu. Donc du coup, comme Madame Frédéric n'est pas arrivée et puis qu'on ne voulait pas laisser penser que ces nouvelles technologies, ces nouveaux modes de consommation étaient réservés à l'hôtellerie, qu'il y avait aussi dans le monde de la restauration des nouveautés, je voulais que vous preniez la parole du coup pour expliquer un peu la façon dont ça se passe avec un food truck. Bonsoir, mille pardons pour cette arrivée rocambolesque. Donc je m'appelle Cyril Dedieu, j'ai monté un food truck qui s'appelle Bugle Ski il y a 2 ans à peu près maintenant.
après l'émergence des 3 premiers camions à Paris. Et donc moi je fais partie de la seconde vague de food truck, celle qui a vu les portes de Paris se refermer devant eux. Mais néanmoins, ça nous a permis de nous débrouiller, enfin de trouver des solutions pour nous débrouiller et travailler autrement. Donc on va dire qu'on travaille dans le Grand Paris. Moi, en l'occurrence, je travaille à Montreuil, Courbevoie et Aubervilliers, soit avec directement des sociétés pour apporter un service de restauration en bas de l'immeuble, soit dans des quartiers qui avaient un souci de, on va dire, réurbanisation, rénovation, faire apporter un peu plus de flux de gens, réanimer un quartier, quoi. Et à Courbevoie, ça se passe comme ça, et au final, au bout de 2 ans, on continue à être là et ça se passe plutôt bien. Et alors, vous vous sentez comme concurrent de la restauration traditionnelle ou vous apportez un service nouveau? En fait, moi, dans l'âme, je me sens restaurateur. À titre personnel, moi, mon parcours, je l'imagine ensuite dans l'ouverture d'un restaurant, d'une boutique. Ma spécialité s'inspire du delicatessen new-yorkais et montréalais. Donc je pense que ça peut être une offre aussi en fixe qui peut complètement s'intégrer aux offres existantes à Paris. Donc moi je me vois aller dans cette voie. Après ce serait mon parcours personnel. Donc je ne me sens pas du tout en confrontation. C'est vrai que l'émergence du food truck, et on va dire d'une manière générale de la cuisine de rue, de la street food, c'est plus ça. Le food truck, le camion lui-même, c'est un moyen de distribution. Ce qui est important d'une certaine manière, c'est la philosophie nouvelle que véhicule la cuisine de rue à travers le monde. Et aujourd'hui, on l'espère en France et à Paris. Donc on n'est clairement pas du tout en concurrence frontale. D'accord. Et d'ailleurs, votre collègue du camion qui fume, je crois, a monté depuis des restaurants, on va dire, plus traditionnels. Bien sûr, ouais. Et du coup, le food truck devient un porte-étendard de... Pour beaucoup, le food truck, c'est un marchepied vers de la restauration plus classique. C'est vrai que moi, mon expérience, je voulais depuis longtemps travailler et monter mon affaire dans la restauration, mais force est de constater que entre le fonds de commerce, les loyers, etc., moi, je suis complètement d'accord avec ce discours qui est de dire qu'effectivement les restaurateurs ils payent beaucoup d'argent pour pouvoir travailler, quoi, c'est sûr. Et mine de rien, le food truck, ça a été un très bel outil pour démarrer. Alors du coup, je me retourne vers la salle. Vous aviez dit que vous poseriez plus de questions, mais je vois que vous relevez le doigt. Monsieur qui voulait... Oui, excusez-moi. Ben, finalement, je ne voudrais pas être un méchant concurrent, mais je peux imaginer que depuis 45 ans que je fais de la restauration classique, traditionnelle, eh bien, il y a peut-être une certaine fatigue qui s'installe. Et cette fatigue est peut-être ressentie par les nouveaux consommateurs. Alors moi, finalement, là, je suis en train de me dire, ben, je vais demander gentiment à ces nouveaux arrivants de me donner quelques petits tuyaux. Un petit tuyau, par exemple, comment pourrais-je faire, moi, dans mon restaurant classique traditionnel, quels petits remèdes que je pourrais apporter, moi, que vous utilisez dans votre domaine à vous. Je veux dire que, voilà, moi, je pourrais rentabiliser mon restaurant. C'est vrai, je vieillis, c'est fatigué, c'est usé. On veut le revigorer sans pour autant, bon, je ne vais pas pouvoir faire entrer un camion dans le restaurant, mais il y a d'autres petits trucs que je pourrais peut-être apporter pour, d'une certaine façon, ne pas faire fuir l'ancienne clientèle vers une nouvelle forme de restauration. Voilà. Si vous voulez bien me donner quelques petits conseils, gratuits bien sûr. Merci beaucoup.
Allez, vous avez 5 minutes pour donner C'est des vrai que conseils, monsieur. cette question est très très intéressante. Et merci de votre franchise sur le côté, effectivement, 25 ans de travail. Peut-être qu'il y a un moment, il y a un peu de lassitude de l'offre. Mais loin de moi l'idée de vous donner un conseil. Moi, ça fait 2 ans que je travaille. En revanche, ce qui est intéressant dans le phénomène de la cuisine de rue, c'est l'aspect monoproduit. Moi, quand j'ai monté mon camion, je ne me suis pas dit, je vais faire du bagel, de la pizza, des pâtes. Là, je parle de restauration emportée, hein, on va dire, de restauration rapide. Et c'est l'essentiel de la cuisine de rue qu'on retrouve dans le monde entier, c'est que chacun s'occupe d'un produit pour, d'une part, des questions, on va être très franc, de facilité, de stock, etc., mais aussi, d'une certaine manière, au bout d'un moment, quand vous vous occupez d'un produit, vous devenez hyper fort dans ce produit, quoi. Et moi, en l'occurrence, ça va être le bagel et les sandwichs de Delicatessen. Bon, bah, je travaille du pastrami, je sais que mon pastrami, il est très, très bon. Après, je vais pas m'orienter, je vais pas aller sur le terrain de la pizza à la part, par exemple. C'est pas du tout le propos. Et donc voilà, alors après, je ne peux pas vous donner de conseils, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais cette notion de monoproduit, ensuite, elle tire sa force du travail en commun et du travail, on parlait beaucoup de partage, et l'essentiel de la street food, ce qu'on retrouve aussi, c'est que finalement, les camions travaillent ensemble et on offre à la clientèle une diversité de produits top, puisque chacun s'occupe un peu de son précaré. Ça ne veut pas dire que la restauration va vers ça, mais d'une certaine manière, il y a quand même une nouvelle façon de penser qui est de dire, bon bah voilà, moi je resserre le truc. Alors, c'est des sacrifices aussi, hein, parce que moi, d'une certaine manière, quand on n'aime pas les bagels et le pastrami, je vends pas. Mais d'un autre côté, en s'associant avec d'autres spécialités, il y a moyen de s'en sortir. Si j'ai une... Alors, des trucs, sinon, pour essayer Alors moi, je suis très concentrée sur les familles, hein, donc je vais rester que c'est ce que je sais faire. Mais je sais par exemple que en France, les enfants, parfois pour les restaurateurs, sont un peu une plaie, parce que ça fait du bruit. Nous, il nous arrive de réserver des restaurants à Paris et on nous dit on accepte les enfants, mais que s'ils sont sages et bien élevés. Donc j'ai du mal à demander ça aux parents. Surtout que les parents pensent qu'ils sont sages et bien élevés en général. Mais vous pouvez par exemple les distraire peut-être. Déjà avoir un menu adapté pour eux, avec des choses qui sortent du nuggets frites, parce que les parents font aussi attention à ça. Et dans énormément de restaurants, encore une fois je prends l'exemple de Londres parce que je pense que c'est beaucoup plus children friendly que Paris, vous avez, quand vous arrivez, un set de table où vous pouvez colorier, les gens vous amènent une chaise haute, vous avez des petits crayons et les enfants peuvent faire quelque chose pendant que les parents déjeunent ou dînent. Du coup ils sont occupés, ils font moins de bruit et ils sont plus sages. Et ça coûte pas très cher. Autre conseil? Oui, moi j'ai une suggestion. Je trouve que ça serait intéressant peut-être de lancer une étude pour savoir comment les hôteliers et les restaurateurs pourraient s'inspirer des bonnes pratiques des acteurs de la consommation collaborative. C'est-à-dire sur tout ce dont vous pourriez vous inspirer en termes de gestion de la relation client, personnalisation des services, lien avec le quartier et les acteurs locaux du tourisme, développement de nouveaux services vis-à-vis de typologies de clientèle de type famille, jeunes ou autres. En d'autres termes, analysez ce que font les autres, piquez-leur leurs bonnes idées, parce qu'il y a des process d'accompagnement et de gestion de la relation client qui ont été extrêmement bien développés par d'autres acteurs du monde du tourisme et dont pourrait s'inspirer tout à fait l'hôtellerie et la restauration. Madame, et après Jean-Pierre Chedal, Madame avec un col bleuté. Hôtelier à Paris, je pense très sincèrement qu'on est tout à fait au courant de toutes ces façons de procéder pour recevoir les clients et je pense très sincèrement qu'on n'a pas attendu ce que je viens d'entendre ce soir pour avoir des nouvelles idées et je trouve très triste que vous puissiez avoir des idées sur les hôteliers de cette façon. Bon. Jean-Pierre Chedal, qui normalement devait être sur scène d'ailleurs pour cette table ronde, Jean-Pierre. Bon, Jean-Pierre Chedal, Sinorca, au niveau du food truck. Donc, vous avez effectivement statut de commerçant itinérant par rapport à des restaurateurs sédentaires qui financent leur fonds de commerce, par rapport aux bonnes pratiques de l'hygiène. Comment ça se passe chez vous? Plutôt bien.
Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit, de formalisé? En fait, est-ce que vous avez écrit une charte? Voilà. Il y a deux points dans la réponse. La première, c'est vrai que d'une certaine manière, on n'a pas réellement de statut. Est-ce qu'on est des traiteurs ambulants? Est-ce qu'on est des commerçants ambulants? Est-ce qu'on est des restaurateurs ambulants? Il n'y a pas de réellement statut. Après, l'avantage, c'est vrai que dans les camions, par exemple, on n'a pas de souris. C'est sûr, on n'a pas de bestioles qui traînent, ça c'est clair. En ce qui concerne l'hygiène, on respecte les normes d'hygiène larges de la restauration à emporter, par exemple, ou de la restauration rapide. Après, il est vrai qu'il y a certaines approches d'hygiène qu'il faudra peut-être adapté à la restauration en camion, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les camions qui existent à Paris et en région parisienne ont quasiment tous été contrôlés. Moi-même, j'ai été contrôlé 2 fois, à Courbevoie et à Montreuil. On passe les tests plutôt pas mal en termes de règles basiques, c'est-à-dire d'étiquetage, de date, de froid, la gestion du froid, les liaisons chaudes, les liaisons froides, etc. Et puis, je sais qu'effectivement, l'hygiène, c'est le grand propos et c'est ce qui fait un peu peur dans les food trucks. C'est pour ça qu'on essaie de se blinder là-dessus, entre guillemets, en créant nous-mêmes notre charte avec les associations qui vont émerger, les associations de défense ou de promotion à l'essor de la cuisine de rue. Il y aura des contrôles supplémentaires chez les membres. C'est-à-dire que des contrôles, il y en a, hein, l'État fait ses contrôles d'hygiène. Mais on apportera aussi des contrôles, nous, supplémentaires, avec des cabinets indépendants pour justement pouvoir débloquer ce frein. Parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de richesses dans la cuisine de rue et il ne faudrait pas qu'on reste bloqué sur cette notion d'hygiène. Vous vouliez poser une question, Monsieur Bénézet? Oui, Marcel Bénézet, Sinorca, représentant des cafés bar brasserie. Est-ce que vous seriez content, si vous aviez un établissement situé dans un environnement parisien, qu'un camion vienne s'installer devant chez vous? Qu'est-ce que vous diriez? Parce que vous êtes venu Gare de l'Est, vous êtes venu dans les gares de Paris, je ne sais pas si vous y étiez, je crois, donc ça n'a pas marché, vous n'êtes pas resté longtemps, vous êtes allé Gare de Lyon un peu plus longtemps, mais Gare de l'Est, ça a duré 15 jours, même pas 10 jours, et vous êtes reparti parce que ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que les restaurateurs, on n'a pas envie de vous voir dans Paris, quoi. Voilà, tout carrément, on vous le dit, moi je vous le dis franchement. Hein. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a eu de toute façon, il y a eu une sorte de mésentente dès le départ, alors qu'en fait, on n'a pas eu du tout l'occasion de pouvoir échanger. Je pense qu'en France et à Paris, il n'y a pas du tout la philosophie anglo-saxonne et américaine de se dire la première idée qui me vient quand j'ouvre un camion, c'est de me poster en face d'une terrasse pour attirer des clients. Il était clair que c'était une déclaration de guerre, alors que nous, l'ambition, c'est de pouvoir s'intégrer de manière, on va dire, pérenne et durable dans le quotidien des Parisiens sans tirer forcément la couverture à nous. Vous savez, moi j'ai un petit camion, c'est pas moi qui vais drainer 500 couverts par jour. En revanche, ce que j'ai envie, c'est de travailler des beaux produits et effectivement de travailler dans Paris parce que c'est là aussi qu'on peut s'épanouir. Et il me semble qu'il est possible, un peu comme beaucoup de choses peuvent se partager, le commerce aussi à Paris peut se partager parce qu'on arrive avec des idées qui sont différentes et qui peuvent être en tout cas entendues. Après, il faut que ça puisse être étudié. Nous, ce qui nous semblait un peu ubuesque, c'est qu'il y ait un affrontement, un choc frontal, même pas de discussion, alors qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir s'intégrer à l'environnement et certainement pas de se mettre en face de chez vous et de vendre du café ou votre offre. Monsieur... Oui, tout à l'heure, vous avez dit les portes de Paris se sont fermées. Alors d'abord, on voudrait savoir pourquoi elles se sont fermées. Vous n'avez pas répondu. Et puis, le problème, c'est quelle serait l'idée si vous étiez tous regroupés dans le même endroit? C'est-à-dire si on faisait un quartier de food truck. Parce que quand on va à Saint-Lazare, par exemple, quand on descend de la gare de Saint-Lazare, il y a 7 food trucks, d'accord, qui font différentes cuisines. Et avant d'arriver à un bon restaurant, je pensais à Mollard, parce que on traverse 4 ou 5 sandwicheries. Donc, le problème, il est de savoir ce qu'on veut faire avec les food trucks. Si c'est pour effectivement toujours rester en concurrence et avec vraiment une distorsion en termes de fiscalité, en termes de patente, parce que bien
quelquefois, vous le savez, des food trucks, on leur a offert la place pour faire de l'animation. Ça, vous le savez. Vous ne l'avez pas dit, mais il y a des food trucks qui se placent à des endroits, les mairies leur ont offert la place. Donc vous vous rendez compte de la distorsion qui existe entre nous, qui payons un loyer, une fiscalité et tout ça. Donc moi, je me dis, pourquoi vous ne militez pas pour faire dans Paris, dans un endroit effectivement, alors il ne s'agit pas de vous mettre au fin fond du bois de Boulogne ou du bois de Vincennes, ce n'est pas le débat, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous feriez mieux de faire un quartier food truck où là, effectivement, tous ceux qui recherchent ce type de nourriture viendraient vers vous et viendraient en masse? C'est intéressant qu'on ait cette discussion aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a des comment dire, un inconscient collectif qui voudrait qu'on arrive, qu'on travaille gratuitement. A contrario, il y a certains emplacements privés où on nous demande 25% du chiffre d'affaires. Est-ce que ici quelqu'un a déjà travaillé en étant ponctionné de 25% du chiffre d'affaires? Et c'est vrai, ces chiffres existent. Hein. Tous les jours, je pense. Mince, j'ai levé un tsunami. Bon, donc parfois on est invité parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, ça fait l'événement, le food truck, etc. Ça marche plus. Hein. Ça a fonctionné pour Christine Frédéric du Camion qui fume parce que c'était l'initiatrice et qu'il y a eu ce côté, la presse en a parlé, mais pour moi ça fonctionne pas. S'il n'y a pas un événement sur lequel il faut que je sois associé, ça fonctionne pas. Et s'il y a un événement, comme aujourd'hui on a du mal à travailler et à trouver des emplacements, généralement on est hyper taxé. Pour en revenir à Saint-Lazare, on n'en est pas parlé. Saint-Lazare, c'est une intervention privée. C'est comment dire, quelqu'un qui a organisé ça, qui a loué le parvis avec SNCF. Voilà, c'est une initiative privée. Donc c'est vrai qu'après, voilà, c'est une mise en concurrence frontale privée. Nous, les food trucks, on était là pour travailler. En l'occurrence, moi, j'ai pas travaillé, mais pareil, il fallait payer sa location. Et pour en venir au troisième point de votre question, justement, ça va être des discussions hyper intéressantes avec Madame Polski notamment, parce que l'idée, c'est de voir ce que la mairie de Paris a dans la tête, parce que il semblerait qu'il y ait des visions pour la cuisine de rue, parce que la cuisine de rue a néanmoins quand même quelques avantages, et comment on va l'organiser face au tissu économique actuel, et pour que justement qu'il n'y ait pas de remous, et qu'on puisse tous travailler de manière cordiale et vertueuse. Merci pour ces réponses. Madame, une question. Madame. Parce qu'il faut quand même savoir c'était sa collègue du Camion qui fume qui devait être sur scène, donc il a beaucoup de mérite. Non, je vais le rassurer parce que... C'est bien qu'on puisse discuter de je vais parler de l'hôtellerie et pas du tout du food truck. Voilà, j'ai bien écouté ce qui était dit et je suis assez d'accord pour dire que les domaines un petit peu d'économie collaborative ou tout au moins répondant à des nouveaux besoins des consommateurs devraient se recouvrir. Le problème, par exemple, pourquoi un hôtel aujourd'hui ne peut pas acquérir 3 petits appartements à côté et les louer en meublé touristique sur la même entreprise? Ça se fait par exemple à Rome. Quand vous allez à Rome, vous pouvez prendre les clés à l'hôtel. L'hôtel a ses 5 étages de chambre, mettons, et puis il va vous donner les clés d'un petit appartement qui se trouve 2 rues à côté. Ça, ce n'est pas possible en France. Pourquoi? Parce qu'on a une loi sur la sécurité incendie qui nous dit qu'on doit toujours avoir dans des lieux réservés au sommeil une personne responsable sur place. Et là, je pense que les pouvoirs publics devraient réfléchir à ça, parce que pourquoi cela est interdit aux hôtels? Je suis d'accord qu'il y a une nouvelle demande, et particulièrement pour les familles, parce que j'ai été une maman et je suis une grand-mère. Je voudrais dire au passage à madame que si Booking ne peut pas réserver de chambre communicante, chez moi, vous pouvez. Il y a même une catégorie qui s'appelle chambre familiale sur mon petit site bien pépère. Voilà, je dis simplement. On sera ravis de travailler avec vous, parce qu'on travaille avec des hôtels avec qui on est très content du service. Voilà, non mais voilà, c'est quand même des catégories qui existent, et informatiquement, ça n'est pas la lune à créer quand même, puisque moi j'en ai été capable, c'est vous dire.